Madame, Monsieur, bonsoir. Quel avenir pour la Syrie et le Proche-Orient après la chute de Bachar al-Assad? Pouvait-on imaginer, il y a 15 jours encore, le dénouement aussi facile et aussi rapide de cette crise qui dure depuis 2011? Comment imaginer alors l'évolution des événements dans cette région au vu des nouvelles variables, parfois contradictoires? Indéniablement, la fin du régime al-Assad bouleverse tous les équilibres géopolitiques au Moyen-Orient et le spectre d'un démembrement de la Syrie plane. Et d'ailleurs, la réaction officielle du Maroc est sans équivoque. Le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, l'a rappelé lors d'un point de presse aujourd'hui. La position du Royaume à l'égard de la Syrie a toujours été claire. En ce qui concerne la préservation de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de l'unité du peuple syrien, telle a été la position ferme, et elle le restera du Royaume du Maroc dans le cadre des orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous consacrons donc cet épisode de Questions d'actu à la transformation grand V du Moyen-Orient et le jeu des puissances dans cette région, avec en toile de fond une redistribution des cartes qui cache bien des mystères. Pour non pas résoudre ces mystères, mais en tout cas se projeter sur l'avenir de la Syrie et l'avenir de l'échiquier géopolitique mondial à la lumière des récents événements, dont la chute de Bachar al-Assad, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le professeur de Relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Boudaha. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau de Questions d'actu encore une fois. Merci beaucoup, Madame Khadija. Merci. Et un plaisir renouvelé d'accueillir Feth Boutaleb, expert en relations internationales. Bonsoir Feth Boutaleb et bienvenue à vous également. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors tout d'abord, peut-être pas un rappel des faits, mais un rappel de ceux qui ont fait cette rébellion, qui ont mené, qui ont leadé cette rébellion. Il y a le leader du groupe Hayat Tahrir al-Sham qui a donc pris le contrôle du pays, rappelons-le. C'est un ancien d'Al-Qaïda et de Daesh et qui jure avoir rompu avec l'idéologie de l'extrémisme violent. Comment composera-t-il, professeur Abou Dahab, compte tenu de son historique, entre l'idéologie qui fait l'essence de son mouvement et le risque de se faire combattre par l'Occident qui ne permettra pas un retour de Daesh ou encore moins d'Al-Qaïda dans cette région? Il a déjà commencé à faire un peu du marketing politique parce qu'il était au Masjid al-Amawiyin, Jamal al-Amawiyin, en usant même parfois d'un référentiel d'Abou Bakr al-Siddiq. Il a utilisé pas mal d'expressions. Bon, il a parlé même de la connaissance, la science, mais il a parlé de la mobilisation, il a parlé de la Ummah Arabia, certainement islamique, musulmane. Certainement, il louchait vers l'Occident parce que il y va aussi de la continuation, de la stabilisation du régime dans un contexte qui est extrêmement, je dirais, trouble et il n'est pas évident. Alors ça, d'une part. D'autre part, faut-il aussi composer avec les factions, les autres? Il n'y a Absolument. pas que HTS qui maintenant est connu, c'est Hayat Tahrir al-Sham, qui a été créé, je pense, en 2017, à un moment donné où il y avait le front Jabhat al-Nusra, fusionné d'ailleurs, ce qui a valu d'être chassé par les Daeshiens qui l'ont accusé de morted quelque part. Il appartenait au départ à Al-Qaïda, il est revenu à Al-Qaïda et quelque part aujourd'hui, je fais attention notamment à l'étiquetage de ne pas lire les événements à partir de l'Occident quand on voit un peu la presse, etc. Mais on essaiera peut-être, à partir des informations dont on dispose, de réfléchir un peu sur cette configuration. Est-ce qu'il pourra composer avec les autres factions? Il y en a des dizaines, hein, rappelons-le à nos téléspectateurs. Comment d'accord, il y a eu consensus pour la chute, pour le renversement de Bachar al-Assad, mais après? Oui, tout à fait. Moi, il y a deux choses. Je ne voudrais pas lire les événements à l'aune du syndrome libyen. À Dieu n'en déplaise, on ne voudrait absolument pas, et c'est d'ailleurs la position du Maroc, nous y reviendrons, que la Syrie tombe dans le chaos. Et ce serait dommageable, puisque les gens sont tellement fatigués, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, les prisonniers, les tortures, les disparitions forcées, etc. Un élément peut-être positif, c'est que, premièrement, les Syriens veulent réellement retrouver leur vie normale. Il y a des réfugiés partout, notamment en Turquie et ailleurs, en Jordanie, nous en discuterons probablement, mais la Syrie, c'est quand même un pays qui est ancré sur le plan civilisationnel, culturel, etc. Il n'empêche que c'est un pays qui ressemble, toute proportion gardée, au Liban. Et aussi. au Liban aussi. On a les Druzes, on a les chrétiens, ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires.
Quand on parle des sunnites, de quels sunnites s'agit-il? Les chiites, peut-être un peu, non pas majoritaires, mais ils sont là, plus les autres obédients, ce qui fait que nous sommes dans une sorte de, non pas melting pot, mais la situation, elle est très compliquée et on se pose la question aujourd'hui sur, premièrement, la passation et deuxièmement, sur cette transition qui promet d'être trop longue même. Alors, en parlant de transition, c'est un certain Mohamed El-Bachir qui, normalement, dirigeait le gouvernement de la province d'Idlib, n'est-ce pas, Hafez Boutaleb, qui prend les rênes pour cette transition politique. Alors déjà, qu'est-ce qu'une transition politique après la chute d'un régime et pourquoi lui? Alors, il ne prend pas les rênes. Pour le moment, il est chargé de constituer un gouvernement. Oui, bon. Il y a un Premier ministre qui était celui de Bachar, qui est toujours en poste. Il faut savoir qu'il y a aussi 18 ministres avec lui qui sont toujours dans leur bureau. Est-ce qu'ils se sont rendus ce matin à leur bureau? Je pense que le contexte est particulier, mais ils sont toujours là et ils sont en coordination avec les rebelles. Mais quand je dis prend les rênes, c'est-à-dire, en fait, il y a un gouvernement, mais on le... pour le moment, voilà. Voilà, on lui demande de former un nouveau gouvernement. Voilà, on lui demande de commencer les pourparlers pour former un nouveau gouvernement. Ce ne sont pas des pourparlers qui vont durer quelques jours, ça va durer plusieurs semaines, je pense, puisque quand même la tâche est ardue. Il s'agit de préparer l'après-Baath et l'après-Assad, et on parle d'une période qui a duré 60 ans, ouais. Puisque le Dont 24 pour le fils. Alors, le Baath est arrivé le 8 mars 1963, coup d'État du Baath, avec parmi les putschistes Hafez el-Assad, qui devient ministre de la Défense en 1966, et puis en 1970, refait un coup d'État où il se positionne, lui, à la tête du pays. Et ensuite, en 2000, c'est son fils qui, qui lui succède. Donc, on parle de 60 ans. C'est 60 ans où le régime, c'était un régime à parti unique, autour du parti Baath uniquement, et puis liberticide, comme l'a rappelé le professeur Abou Tahab, un régime quand même autocratique, dictatorial, considérablement et sanguinaire. Et donc, ça va être difficile d'essayer de se retrouver et de reconstituer un consensus autour de nouveaux leaders de la capitale au lendemain. Alors, est-ce que c'est des leaders de la capitale ou ce sont des leaders des factions qui ont mené à la chute de Bachar el-Assad? C'est les factions qu'on discutait à l'instant avec le professeur Abou Tahab. Est-ce qu'on va retrouver la même composition, plus ou moins, de cette rébellion dans ce gouvernement censé préparer l'après, donc les élections, etc., etc. Alors, ce qui est positif, c'est que les rebelles n'appellent pas à la revanche et n'appellent pas à la vengeance. Au contraire, ils appellent à la paix et à l'apaisement. Et il y a de nombreuses factions, comme vous le soulignez. D'abord, celles qui sont autour de Joulani, de Hayat Tahrir al-Sham. Il y a les rebelles du Sud qui ont rejoint un peu sur le tard vers les derniers jours, et c'est eux qui ont permis de se rapprocher du Sud, d'encercler la capitale. Et puis ceux qui venaient de l'Est de Deir ez-Zor, et puis du grand désert à l'Est de Damas, et qui ont permis aussi de renforcer l'étau autour de la capitale. Donc tout ça, ce sont des alliances ad hoc qui se sont constituées uniquement pour faire tomber le régime. Maintenant, là, ils voudront leur part du gâteau, excusez l'expression, mais ils voudront aussi être aux commandes. Et puis il y a les Kurdes aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il y a les Kurdes à l'Est qui ont de larges territoires qu'ils contrôlent, qui sont lourdement armés aussi. Donc ça va être la quadrature du cercle pour cette nouvelle Syrie. Mais ce qui est sûr, c'est que, étant donné que le pays sort de 14 ans de guerre civile qui ont fait jusqu'à 600 000 morts, vous savez, le chiffre, c'est quand même 600 000 morts. Donc il est fort à parier que quand même il y aura de la bonne volonté pour aller vers un consensus et essayer d'organiser un pays autour d'une nouvelle constitution, d'élections. Déjà, on commence à parler ce matin d'organiser des élections le plus vite possible en 2025, bien sûr, courant 2025, et donc pouvoir ressortir un parlement peut-être constitutionnel pour pouvoir rédiger une constitution, la soumettre à l'approbation populaire, et ainsi de suite. Donc ça va être un processus lent de transition. Ah oui, comparaison n'est pas raison. En parlant de processus lent, quand je dis comparaison n'est pas raison, parce qu'on peut peut-être penser à la Libye, et que c'est bien, on n'arrive toujours pas à avoir ce fameux consensus pour avoir un seul et unique gouvernement, un seul et unique parlement depuis 2011. Donc ça fait déjà 13 ans que cela dure. Nous ne souhaitons pas cela pour la Syrie, mais beaucoup d'indicateurs pourraient aussi mener vers
ce scénario, professeur Aboudab. Juste avant de parler de cela, est-ce qu'il y a des gagnants? Bien sûr, le peuple syrien et tous les prisonniers qui ont été dans les geôles syriennes de Damas à 12 pieds sous terre ou 20 pieds sous terre ou 100 pieds sous terre. Mais là, sur l'échiquier géopolitique mondial, qui en sort gagnant? Alors déjà, M. Netanyahou hier s'est exprimé, il a jubilé même et laissé croire qu'Israël avait contribué à la chute du régime de Bachar al-Assad. Il a surtout dit libérer. Ça, du pas. Libérer le peuple syrien. Exactement. Ce qui veut dire que, quelque part, Israël suivait de près la situation, sans parler des actions aériennes, en fait, des braves aériennes que Israël avait menées, notamment à partir du moment où le Hezbollah rentrait en action, et on sait très bien que le Hezbollah est un soutien direct du régime de Bachar al-Assad. Deuxièmement, la Turquie, me semble-t-il, quelque part, était dans une situation... Israël continue de frapper, même après la chute de Bachar al-Assad. C'était hier, je pense même, ou aujourd'hui. Bon, on dit qu'on vise des installations militaires. Exactement. Selon... Il ne lâche pas du lest. Il ne lâche pas du lest. Ça veut dire qu'il voudrait profiter de l'occasion pour peut-être recréer un peu de l'ordre au niveau des frontières et éviter peut-être un débordement. Qu'est-ce qu'une zone tampon ? C'est une zone de sécurité, de sécurisation en deux parties qui, normalement, devrait être une zone débarrassée des armes, en particulier, bien contrôlée. Mais sous contrôle de qui ? Normalement, dans le droit international. Là, on parle bien sûr du Golan. Il y a les casques bleus qui sont Normalement. Mais dans la réalité des choses, une zone tampon, c'est au sens israélien du terme, zone contrôlée par Israël. Et le drapeau israélien qui flotterait sur cette partie du Golan. Tout à fait. Mais d'après, il y a énormément de réactions, de commentaires. Il y en a ceux même qui disaient qu'à un moment donné, Israël pensait même à pousser vers la création d'un mini-État kurde au cœur même de la Syrie, ce qui ne serait pas du tout du goût de la Turquie. Et on voit donc très bien que la Turquie, qui avait financé quand même et soutenu logistiquement l'armée, je pense, de libération, je ne sais pas comment l'appellation officielle, mais quelque part, quand on parle aujourd'hui des factions syriennes, c'est une coalition hétéroclite. D'accord ? Nous avons remarqué quand même cette progression fulgurante. C'est anormal. Normalement, dans les récits guerriers et dans l'histoire militaire, en 11 jours, on fait tomber quand même un régime, c'est Boutable l'a bien dit, qui a mis 60 ans à s'ancrer avec des structures tribales, sociologiques, etc. Maintenant, l'euphorie passée, libérer les prisonniers, etc., la dure réalité va commencer. Nous espérons que la Syrie ne va pas, ou n'aille pas revivre le scénario libyen, parce que jusqu'à aujourd'hui, le pays n'est pas stabilisé. Mais quand même, ça reste... Mais la Turquie est gagnante. Oui, bien sûr aussi. L'Iran ? C'est le grand perdant aussi, l'Iran, parce que là, les proxys tombent successivement. Quand je dis les proxys, ce n'est pas seulement le Hezbollah, mais par extension et par ricochet, le Hamas. Annihilé, je pense qu'Israël a choisi la stratégie offensive frontale de destruction massive a occasionné à ces deux soutiens, entre autres choses, de l'Iran et donc ses proxys. Par conséquent, mais cet axe de résistance est cassé. Absolument. Il est cassé. Ils appellent axe de résistance. Voilà, il est affaibli considérablement. Très bien. Autre gagnant, autre perdant, la Russie et les États-Unis. Faites Botaleb. Eh bien, effectivement, la Russie, elle a deux bases. À partir de déjà, à partir de 2015, il y a eu une intervention russe directe. Exact. Et puis, il y a deux bases qui sont sur la Méditerranée, la base navale de Tartos et la base à l'Atakié, aux environs de Khemimim, je pense, à l'Atakié. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces bases ont été données à la Russie en 2017 pour un bail de 49 ans. Donc, en principe, les Russes sont censés rester là-bas jusqu'en 2066. Maintenant, ce n'est plus les mêmes autorités avec lesquelles ils ont signé ces bails. Et donc, le régime ayant changé hier, les Russes vont devoir négocier. D'ailleurs, ils l'ont déjà exprimé, qu'ils allaient négocier avec les nouvelles autorités en place à Damas. Mais la Russie n'avait pas aussi les moyens, il faut le rappeler, elle s'est mise un peu à découvert dans cette crise. Elle n'avait pas les moyens de défendre son allié, Assad, pourtant qu'elle a défendu de façon musclée. Qu'est-ce que vous appelez par moyen, Eh bien, la Russie reste embourbée dans un conflit sérieux
en Ukraine, où il y a eu jusqu'à 100 000 soldats russes qui sont morts, d'après diverses estimations, autour de 100 000, peut-être plus, peut-être un peu moins, mais voilà, c'est autour de 100 000. Et il y a quand même, il y a eu 300 000 blessés. Donc il y a jusqu'à peut-être un demi-million de soldats russes qui sont démobilisés. On parle peut-être même certains parmi l'élite militaire de la Russie. Et donc ce n'est plus la Russie d'il y a 10 ans. Donc on peut en arriver à la conclusion que cette offensive éclair des rebelles en Syrie a révélé que la Russie n'a plus autant de muscles qu'il y a 10 ans et que la guerre en Ukraine a effectivement affaibli la Russie, ce qui ne veut pas dire que la Russie est au bord de l'écroulement, pas du tout. Mais ce n'est plus la puissance capable d'intervenir. Ça pourrait être peut-être un argument de négociation. C'est-à-dire Assad. Oui, la Syrie, l'Ukraine. Oui, bien sûr, peut-être qu'il y a eu un deal. Tout le monde en parle. Effectivement, il y aurait peut-être eu un deal, étant donné qu'il y a eu une réunion entre les ministres des Affaires étrangères au Qatar le vendredi. Mais bon, c'est trop tôt pour le savoir. Mais je pense que quand même, une chute pareille, elle affaiblit l'image aussi de la Russie. Donc, s'il y a eu un deal, c'est parce que la Russie ne pouvait pas préserver son allié pour des raisons logistiques et militaires à cause de l'embourbement en Ukraine, même s'il faut le rappeler que pour le moment, la Russie est le gagnant de la guerre en Ukraine. Oui, alors en parlant d'alliés, Alger, qui fait vraiment un virage à 180 degrés, professeur Abou Dahab, et qui parle maintenant dans un communiqué très, très officiel du ministère algérien des Affaires étrangères, des rebelles syriens d'être des terroristes, des envahisseurs, tout en renouvelant la solidarité et le soutien absolu de l'Algérie, gouvernement et peuple, au régime de Bachar el-Assad. Mais en une semaine, voilà, un autre communiqué est tombé, disant tout à fait le contraire, en fait. Que Bachar el-Assad était un sanguinaire et qu'il fallait qu'il tombe un jour. Se rattraper de cette manière, je crois que c'est un contresens ou un non-sens. Mais ça prouve que la position algérienne... soutenir jusqu'au bout Bachar el-Assad il y a un certain temps n'était pas du tout pertinente. J'ai vu quelques vidéos récemment lorsque Bachar el-Assad lui-même, pendant son règne, parlait du soutien algérien, etc. Tout cela, c'est de l'idéologie ba'athiste, mais en même temps qui était d'obédience un peu socialiste. C'est un peu son nationalisme un peu bridé arabe qui a été... C'est axe Alger, Damas, Téhéran. Absolument. Mais d'ailleurs, de façon générale, qu'est-ce qu'il en reste entre nous? Soyons pragmatiques, réalistes. Quand on évalue un peu des années de cette autocratie, les autocraties au pluriel, d'ailleurs, je voudrais quand même un peu pondérer un peu les choses. Aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Et ce Moyen-Orient aujourd'hui, une sorte de... Alors, je ne vais pas dire poudrière, mais c'est un complexus, comme on le dit en jargon, en termes de sens social. Aujourd'hui, moi, je crois que l'Algérie est fragilisée dans pas mal de positions et que nécessairement, elle devrait revoir un certain nombre de positions et de postures. Oui, mais ils les revoient, mais trop vite. En fait, ils changent vraiment de position, de politique étrangère d'un pays en une semaine. C'est-à-dire, et preuve en est, ce sont des communiqués officiels émanant c'est pour marquer des points auprès des successeurs de Bachar el-Assad et garder un pied quelque part sur le plan géopolitique. Mais cela, encore une fois, ça décrédibilise de façon considérable quand même une Algérie qui traditionnellement était comptée parmi ceux qui soutenaient un peu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. La voilà aujourd'hui face à ces contradictions elles-mêmes. Alors, et ce que ça révèle quand même, c'est que ce front du refus est constitué par des pays qui sont des dictatures, qui répriment le peuple sans cesse, qui n'ont jamais réellement dérangé Israël. Et au contraire, leur énergie et leur force étaient surtout téléguidées vers la contestation populaire, la répression au maximum des forces populaires. Et des libertés. Et donc tout ça, quand même, le bilan est désastreux. Et le régime algérien, malheureusement, aujourd'hui, fait partie des régimes qui ont soutenu ce front de refus, qui en ont fait partie, qui se sont comportés de la même manière que se sont comportés les dictateurs à Damas et à Téhéran. Mais en tout cas, le Maroc reste sur ses positions. On n'a pas besoin qu'il y ait un changement de régime pour changer notre réaction vis-à-vis d'un pays. Le Maroc a toujours prôné, c'est l'intégrité territoriale de la Syrie. Deux, ce sont aussi le soutien que le Maroc a montré dès déjà cette
fameuse visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans ses camps de Za'atari. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lors d'un point de presse avec l'ancien président du Kenya, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a rappelé cette position constante, historique, du Royaume du Maroc à l'égard de la Syrie. Je vous propose de l'écouter, on revient au débat juste après. La position du Maroc à l'égard de la Syrie, suivant les orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a toujours été claire. En ce qui concerne la préservation de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de l'unité du peuple syrien. Telle a été la position ferme du Royaume du Maroc et elle le restera. Le Maroc souhaite que ces développements apportent à la Syrie la stabilité, le développement et un futur meilleur au peuple syrien qui est porteur de réelles aspirations. Et justement, cette déclaration, elle vient aussi répondre à ces inquiétudes un peu partagées ici et là de l'unité de ce peuple syrien et de l'intégrité, parce qu'on parle aujourd'hui du scénario du démembrement de la Syrie, professeur Abou Dahab, et aussi, juste peut-être un commentaire sur la position du Maroc, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Une position constante, corrobore des positions précédentes. Nous ne sommes pas là pour interférer dans les affaires intérieures des pays, mais soutenir leur intégrité territoriale. D'ailleurs, à juste titre, faut-il le rappeler que le Maroc avait fermé son ambassade à Damas en 2012, qui a été quelque part pris d'assaut, non pas saccagé, mais il avait déjà pris une position, on va dire indirectement, de soutien de ceux qui ont demandé de la liberté et se libérer de l'autocratie du régime de Bachar. Il faut le dire. Et moi, je crois que là, c'est une action, un coup diplomatique du côté de la case positive du Maroc. 1. 2. Le Maroc, fidèle à sa démarche, regardez par rapport à la Libye, il était non pas en médiateur, mais facilitateur. Il est là, il offre indirectement, je pense, ses loyaux services dans le cadre aussi de la Ligue arabe. Il faut le rappeler, il faut attendre que aussi la Ligue arabe se prononce sur la situation et réfléchissent sur des actions diplomatiques pour aider le peuple syrien. Et le Maroc, en parlant de Ligue arabe, s'était opposé au retour de la Syrie sous Bachar al-Assad à cette même Ligue arabe. Exactement, exactement. Et n'oublions pas, Madame Khadija, qu'il y a la situation des réfugiés syriens. Nous avons aussi quelques éléments de ces personnes-là qui malheureusement souffrent et hélas, on les retrouve dans la rue parfois. Mais de toutes les manières, moi je crois qu'aujourd'hui... Mais ils sont les bienvenus. Et ces personnes sont les bienvenues, certes, mais le Maroc va certainement œuvrer positivement tout en respectant la démarche qui consiste à laisser aux Syriens eux-mêmes le soin de chercher les issues et les sorties de cette crise. Dernier point, justement en parlant des réfugiés, alors là les réactions européennes n'ont pas tardé à tomber juste après la chute de Bachar al-Assad. On a les autorités autrichiennes qui annoncent la suspension des demandes d'asile et de préparer un programme d'expulsion des réfugiés syriens. L'Allemagne, le pays de l'UE, rappelons-le, qui accueille le plus ou la plus importante diaspora syrienne, a suspendu aussi les décisions sur les demandes d'asile. Pareil pour la France qui est en train de réfléchir à aller dans ce sens, bon, en attendant qu'un gouvernement aussi soit formé en France. En tout cas, cela soulage beaucoup de pays que Bachar al-Assad ne soit plus aux commandes en Syrie pour que ces millions de réfugiés syriens éparpillés partout puissent revenir à la maison. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils avaient peur de revenir et qu'aujourd'hui, il y a des fils dans les postes de frontières à la porte de la Syrie, des différents postes frontières, pour revenir en Syrie. Oui. Ils avaient peur de revenir parce qu'il y avait des listes faites par la police secrète pour pouvoir aller les récupérer une fois qu'ils reviennent chez eux et les emmener dans les centres de détention. Donc, et il y avait eu des histoires, plusieurs histoires de personnes qui sont revenues même plusieurs années après, et pourtant, ils étaient toujours, ils figuraient toujours dans les listes, et on est venu les chercher pour les emmener à la torture. Et donc, aujourd'hui, maintenant que s'est levé cet étau terrible sur la Syrie, eh bien, il faut rappeler qu'il y avait jusqu'à 10 millions de réfugiés peut-être, entre 8 et 10 millions. 14 millions de personnes déplacées, la plus grande crise de réfugiés au monde. Vous imaginez, c'est colossal, puisque les gens fuyaient chez eux. Et cette armée syrienne qui a disparu en 11 jours sans combattre, eh bien, pendant quand même 12 ans, elle a été féroce.
est acharné sur son propre peuple. Et aujourd'hui, on découvrira, en plus que les réfugiés rentreront, les fosses communes, on aura les témoignages de ce qui s'est passé réellement, puis les vidéos. Et déjà, il y a quelques vidéos qui ont circulé et la Cour pénale internationale s'est saisie de pas mal de dossiers là-dessus. Et il y aura de l'actualité dans les prochains mois, ça c'est sûr. Et donc, les Européens doivent non seulement pousser cette communauté syrienne à rentrer en Syrie, mais ils doivent aussi aider la Syrie à se reconstruire avec des transferts de fonds directs, avec des investissements, avec du renforcement de capacités, essayer vraiment, et désarmer aussi cette ancienne armée syrienne, démobiliser, essayer de la réinsérer pour qu'il n'y ait pas ce qu'on avait observé en Irak. Au moment où les Américains avaient conquis l'Irak, ils avaient donc démobilisé l'armée irakienne, mais ça c'est ensuite, ces militaires irakiens sont devenus des terroristes. Donc il ne faut pas que cette situation-là se reproduise avec le cas de l'armée du Baltes, et que quand même la Syrie est une mosaïque confessionnelle. Oui. Il faut que le pays reste uni, qu'il fasse de cette diversité une force et une richesse, plutôt que ce qui pourrait arriver, peut-être une faiblesse. Dans le meilleur des mondes, en tout cas, la situation est très complexe et est là pour durer un certain temps. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que la paix, surtout, revienne à ce pays, que surtout les Syriens puissent retourner chez eux, tout simplement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Professeur Abou Dahab, et à vous également, Hafed Boutaleb. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.